comme il faut. Mais Il part le toujours jargon de... est un moyen de défense des soignants. Quand on ne sait pas, c'est tellement plus facile de jargonner. Tout Ou à quand fait, tout à fait, voilà. Et, tout à et, fait. et, et ça revient à ces certitudes et ces incertitudes parce que finalement, on maquille le doute. Il n'y a pas de Absolument. doute puisque j'ai jargonné, donc c'est... Voilà. On apprend ça au Balint aussi. On apprend que tout le monde est dans le doute, mais on apprend aussi que l'expression du doute face à la personne qu'on soigne, c'est pas délétère. On s'imagine que parce Au qu'on contraire. va avoir l'expression que les gens vont être, alors que exprimer un doute, c'est aussi dire, ben, un, je suis comme vous, et deux, je comprends que vous ayez des doutes. Parce que moi aussi, j'en ai. Moi non plus, je suis pas sûr. Euh, dire, au lieu de la position paternaliste qui consiste à dire, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, tout ira bien, dire, je vois que vous avez peur, et je vais vous dire, à votre place, moi, j'aurais peur aussi, et j'ai peur pour vous, mais on va faire face ensemble. Et ça change tout. Exactement. Ça change tout. Ça change pas comment dirais-je, l'issue finale, parce que l'issue finale, personne n'en connaît rien. Mais ça change comment on va y aller. Ça change comment les gens sont pendant qu'ils sont malades ou quand ils sont sur la voie de la guérison ou quand ils sont, par exemple, en phase terminale. Ça change tout. Et, et- et je pense que ce que j'ai essayé de faire ce que j'ai essayé de faire dans Les Trois Médecins et puis dans La Maladie de Saxe aussi, dans plusieurs autres bouquins, c'était non pas d'oublier que je suis médecin, parce que c'est difficile d'oublier qu'on est médecin, mais de, de, de regarder ça à partir de mes émotions et non pas à partir de mon savoir. Parce que fondamentalement, bon, on est un professionnel de santé, une professionnelle de santé et qu'on a appris beaucoup, beaucoup de choses sur la maladie, on se met à voir de la maladie partout, hein. Je veux dire, ceux et celles d'entre vous qui ont des enfants, je ne vous explique pas. Évidemment, un enfant a de la fièvre et mal à la tête, on ne va pas penser qu'il a juste un rhume. Et il a forcément une tumeur au cerveau, soit une tumeur au cerveau, soit une méningite. Inévitablement. Bon. Le deuxième, on pense déjà plus ça parce que on a appris. Mais c'est ça, hein, comme dit la Bible, qui accroît sa science accroît sa souffrance. Mais justement, c'est le boulot consiste des fois à prendre un pas, à faire un pas en arrière en se disant, bon, comment je me sens sans essayer de penser à des diagnostics, à des hypothèses, etc. Comment je me sens? Comment je peux exprimer ce que je me sens avec des mots simples que justement mon enfant pourrait comprendre, ou que quelqu'un qui n'a absolument aucune connaissance médicale pourrait comprendre. Euh, oh, voilà, j'ai été le parent de plusieurs enfants petits qui sont maintenant tous grands, mais maintenant je suis le parent d'un chien, d'une chienne, c'est exactement, qui s'appelle Zoé. Nous sommes coparents, ma femme et moi, d'une chienne qui s'appelle Zoé. C'est encore une autre expérience parce que, évidemment, les chiens et les chats, ils s'expriment, et puis ils s'expriment vachement, mais ça parle pas. Donc, il y a tout un registre de choses qui sont. Et l'autre soir, elle nous a fait je sais pas quoi, et on était complètement paniqués l'un et l'autre. Et j'avais beau, moi, avoir des connaissances médicales et dire oui, bon, mais d'accord. Mais bon, je l'ai quand même emmené chez le vétérinaire le lendemain, et j'étais extrêmement heureux que notre vétérinaire, qui est une dame tout à fait charmante, me rassure, m'explique, me dise, mais on ne sait pas, c'est rien, etc. Et donc, je peux parfaitement, simplement en me décalant, c'est-à-dire, je n'étais plus. Ça a beau être la biologie d'un chien, c'est pas très, très, très différent de la biologie d'un humain, hein. Et l'expression de la douleur chez un chien, je veux dire, j'ai vu ça chez des petits exactement de la même manière. Mais euh, il faut pouvoir, voilà, il faut pouvoir se défaire de son savoir et revenir à ses émotions, à ses sentiments et les exprimer de façon aussi littérale que possible, aussi directe, quoi. Alors bon,
C'est aussi accepter, c'est ça dans le doute qui est intéressant aussi, c'est accepter que n'importe quel soignant a des failles et des faiblesses, est capable d'être ému par la situation de l'autre, qu'on n'est pas que des machines et des techniciens. Et c'est un peu, c'est un peu un des objectifs de la médecine narrative, en fait. C'est de se dire, ben, le doute, il est sain, l'incertitude, c'est sain. Donc, Et le et- doute laisse la parole à l'autre. exactement, Le doute, exactement. c'est exprimer le doute, c'est c'est aussi dire ma parole, parce que parler avec une sorte d'autorité certaine, c'est interdire la parole de l'autre. Donc c'est interdire le doute de l'autre, Mm, mm. ou le fait qu'il a peut-être une information à te donner que tu n'as pas et qui changerait complètement ton point de vue. Mais c'est aussi dire les émotions de l'autre n'ont pas de place. Alors que si on en revient au plus élémentaire, l'émotion numéro un, c'est la peur. Hein, c'est la peur qui fait que nous avons survécu en tant qu'espèce. C'est parce que hein, les anthropologues, comment dirais-je, évolutionnistes, ils vous disent, c'est les proto-humains qui, quand ils passaient à côté d'un buisson, qu'ils entendaient un bruit dans le buisson, ils s'écartaient. Ceux qui s'écartaient pas, bon, des fois il leur arrivait rien, mais de temps en temps, il y a un tigre qui leur sautait dessus. Ceux-là, Mhm. ils n'ont pas survécu, mais en plus, ils ne se sont pas transmis leurs gènes dans l'avenir. Alors que ceux qui se sont écartés, ils ont survécu. C'est la prudence, c'est la peur qui nous a fait faire beaucoup de choses. Et nous sommes constamment tenaillés entre des aspirations, des désirs, et puis ces peurs. Et quand on est malade, on est tenaillé par la peur. Donc, par exemple, moi, je voudrais que dans les facs de médecine, il y ait un cours sur la peur. Et oui, et pas que la peur du patient, parce que je Et non, pense et la que peur de tout le monde. Oui, exactement. et la peur du soignant, parce que quand on est jeune, on a les fois. C'est-à-dire qu'on a peur de mal faire, on a peur de se tromper, on a peur de. Et ça, faut tellement. C'est ça que c'est là que le doute est intéressant, parce que l'accepter, c'est y faire face. Et du coup, ça nous ramènerait à un peu plus d'humanité et on comprendra peut-être un peu mieux ce que le patient en face peut avoir aussi. Exactement. C'est la peur. La peur. Un jour, j'ai fait une conférence à des étudiants de médecine sur la peur sur les biais de perception des médecins et en particulier de la peur. Ils sont venus me voir ici à Ottawa. Ils sont venus me voir après, ils m'ont dit, vous êtes le premier enseignant qui nous parle de notre peur. Je dis, bah oui. Alors que moi, je me souviens ce que c'était d'avoir. Et puis, on continue, je continue à avoir peur. Je veux dire, la peur fait partie de notre vie, mais en tant que professionnel en formation, ou en exercice, ou quand vous êtes l'interne. Quand j'ai été l'interne de porte tout seul une nuit au Mans où il y avait eu les 24 heures moto et puis quelqu'un avait coupé la route, des types qui s'en allaient après les 24 heures, il y avait 35 blessés avec des jambes cassées qui arrivent en même temps, comme dans un épisode d'urgence. Comme Exactement. l'épisode, oui, comme le plan rouge Voilà. d'urgence, deuxième saison. Voilà, exactement, exactement. Et à l'hôpital du Mans, tu vois, pas à Necker ou non, non, à l'hôpital du Mans. Euh, alors, oh putain. Et alors, c'est marrant parce que dans le deuxième extrait que j'avais choisi sur le cours de sémiologie, là, la réflexion que m'a fait quelqu'un un peu plus tard que cet après-midi sur toutes les raisons pourquoi ils disent rien, il n'y a aucun étudiant qui dit parce qu'ils ont peur. Mais parce que c'est implicite. Ça, je le dis pas parce que comment dirais-je, c'est quelque chose qui est implicite dans le texte. Et c'est ce que je veux que si tu veux, c'est pareil. Je, je ne veux pas tout énumérer. C'est impossible de toute façon. Non, d'abord, c'est impossible, mais surtout, je veux laisser des trucs non dits parce que c'est les lecteurs qui me disent, tiens, il y a ça. Alors, des fois, je le fais pas exprès, hein. Des fois, il y a des trucs que je dis pas parce que j'ai pas pensé. Des fois, je laisse des trucs sans être dit parce que je veux que les gens le ressentent. Ça marche ou ça marche pas, mais oui, bien sûr, bien sûr.
Ben, de toute façon, on le ressent bien dans ce que, quand tu décris que déjà le patient a peur d'aller chez le médecin parce qu'une question de légitimité, une question de statut, une question d'intimité, de confiance, etc. Donc on le sent, mais c'est vrai Est-ce qu'il y a un moment où... il y a plusieurs moments dans le roman où tu parles de la peur des internes et des étudiants, mais oui, c'est rare qu'on en parle en fait hein, dans le monde normal. Ben oui, parce que ça fait, encore une fois, ça fait partie de... Et on n'en parle pas parce que ça me rappelle les gens qui me disent, mais pourquoi est-ce que les étudiants en médecine n'ont pas de cours de psychologie? La bonne blague. Bon, c'est plus tout à fait vrai, mais enfin, quand même. Alors, alors je leur dis, ben, le problème, c'est que pendant très longtemps en France, la médecine était complètement noyautée par la psychanalyse. Parce que pour être psychanalyste, pendant longtemps, il a fallu être médecin. Enfin, c'est surtout les médecins qui devenaient psychanalystes, donc ils ont infiltré tout. Et alors, et donc, on voyait des tas de médecins, surtout à mon époque, c'est moins vrai, mais enfin, des médecins qui faisaient de la psychanalyse sauvage de leurs patients, en leur disant, oui, en fait, votre douleur, elle vient du fait que... Tata. Et je disais, ben, le problème, c'est que quand quelqu'un fait la psychanalyse sauvage d'un patient, il oublie quand même que lui aussi, il a un inconscient. Et je dis, et la psychologie, c'est la même chose. C'est si les professeurs, si les étudiants et les étudiantes en médecine avaient des cours de psychologie, mettons, sur les biais de perception, les biais de perception qui sont communs à tous les êtres humains, parce que le cerveau humain, c'est comme ça qu'il est fait. Il est fait avec des biais de perception qui lui permettent de se défendre, d'éviter des problèmes, etc.